Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Avec l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, les femmes enceintes n'osent plus se rendre à l'hôpital pour le suivi de leur grossesse. Et puis on parlera aussi du G7 et de l'absence de mention des droits des femmes. C'était pourtant ce qu'espéraient les organisations du Women's 7, inquiètes de ce backlash inédit à travers la planète sur ces droits. Pas de démocratie sans droits des femmes. On en parle avec mes invités dans un instant. Lucie Daniel pour Equipop et Jeanne Lacou de Care International. Il y a un mois, la République démocratique du Congo annonçait l'apparition d'une nouvelle épidémie d'Ebola. Contamination et décès n'ont jamais été aussi nombreux et rapides depuis la découverte du virus en 1976, alors même que le pic de l'épidémie n'a pas encore été atteint. Les femmes enceintes sont de plus en plus nombreuses à éviter les centres de santé, inquiètes qu'elles sont de cette épidémie. Nina Masson. Esther Lutula a 26 ans. Elle est déjà mère d'un enfant de 4 ans et est à nouveau enceinte. Mais depuis plusieurs jours, elle ne se rend plus à ses consultations prénatales. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola, l'inquiétude gagne les maternités. J'ai arrêté d'aller aux consultations prénatales. J'attends que l'épidémie d'Ebola soit passée, car si quelqu'un se rend à l'hôpital et a 38 degrés de fièvre ou plus, on vous retient là-bas et on vous demande de rester en observation. L'angoisse s'est installée jusque dans les familles. Esther raconte avoir renoncé à des funérailles après la mort d'une proche présentée comme liée à Ebola, de peur d'être contaminée. Dans les quartiers de Bunia, d'autres futures mères partagent la même crainte. Aujourd'hui, si vous vous sentez malade et que vous allez à l'hôpital, on vous dit que c'est Ebola et on vous met en quarantaine. C'est ça qui fait peur aux gens. À la clinique Bénédicte, les portes restent ouvertes. D'ordinaire, une soixantaine de femmes s'y rendent chaque mois pour leur suivi de grossesse. Aujourd'hui, elles ne sont plus qu'une dizaine, selon ce directeur. Avec ces relâchements de ces derniers temps, on risque d'avoir beaucoup de conséquences. On risque de voir même le nombre de cas de décès maternels, donc maternels et même fœto-maternels augmenter. Un mois après la déclaration officielle de l'épidémie, les autorités congolaises font état de près de 800 cas confirmés dans les 3 provinces touchées. Une perspective d'autant plus préoccupante selon l'UNICEF, dans une région où plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent déjà de malnutrition chronique et où plus d'1 sur 5 n'a jamais reçu ses premiers vaccins de routine. Le sommet du G7 s'est achevé à Évian et les droits des femmes en ont été les grands absents. Pourtant, ils n'ont jamais été aussi menacés. Un backlash politique et idéologique accompagné d'un net recul du financement des organisations féministes. Or, les attaques contre les droits des femmes sont annonciateurs de recul sur les droits de toutes les minorités, un risque pour l'égalité et même un danger pour la démocratie. C'est ce que viennent m'expliquer nos invités aujourd'hui. Lucie Daniel, bonjour. Vous êtes responsable de plaidoyer et d'études pour l'association Equipop. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis également sur ce plateau, Jeanne Lacou, bonjour. Vous êtes chargée de plaidoyer pour Care France. Merci également pour votre présence. Vos deux associations sont membres du Women's 7. Donc il y a une coalition de 260 organisations à travers 62 pays, des organisations féministes qui défendent les femmes, évidemment, et qui émettent des recommandations auprès des responsables du G7. Lucie Daniel, ces conseils que vous émettez, c'est parce que vous expliquez qu'en fait, les menaces sur les droits des femmes, c'est une menace sur la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, tout à fait. Ce qu'on veut montrer, c'est que quand les associations féministes sont affaiblies, quand on perd ces associations, finalement, toute la société perd. Puisque ce sont d'abord des femmes qui vont perdre des refuges lorsqu'elles sont victimes de violences. Ce sont des jeunes, des adolescents qui vont perdre l'accès, par exemple, à des soins et des dépistages anonymes et gratuits. Et puis ce sont aussi des citoyens et des citoyennes qui perdent des alliés essentiels, des remparts contre toutes les formes d'autoritarisme. Et je dirais même que ce qui est vrai près de chez nous est vrai à l'ONU, puisqu'à l'ONU aussi, les associations féministes jouent un rôle essentiel pour sauvegarder le droit international. Et pourtant, les financements des associations féministes sont en train de reculer. C'est valable en France et dans le reste du monde. Jeanne Lacou, est-ce qu'on a des chiffres pour en parler ? Et puis surtout, comment ça se traduit sur le terrain ? Tout à fait, ce recul il est non seulement politique, mais il est aussi financier. C'est 90% des organisations féministes dans le monde qui déclarent avoir subi une coupe de leur financement. Ce que ça veut dire concrètement, c'est des hébergements pour les femmes qui sont fermés. C'est des jeunes filles qui n'ont plus accès
accès à leur programme d'éducation. Et de l'autre côté, on a des mouvements antidroits qui se structurent, qui s'organisent et qui sont surtout, eux, extrêmement bien financés à travers des personnes, des organismes privés et même les États conservateurs. Entre 2019 et 2023, en Europe, c'est 1 milliard d'euros qui ont été dédiés à ces mouvements antidroits. Ces mouvements anti-droits, ils sont notamment financés par des personnes qui ont les reins solides, voire carrément des milliardaires. Et ce sont des conservateurs. Mais de quoi ont-ils peur, en fait, concernant les droits des femmes? Qu'est-ce qui les effraie tellement? Ce qui les effraie tellement, c'est un ordre établi, c'est les privilèges qui ont été accordés aux hommes depuis des milliers et des milliers d'années. Cependant, voilà, les derniers verrous de protection de cette égalité pour les droits des femmes, pour l'égalité de genre, sont en train de sauter. Et ça, c'est vraiment effrayant pour nos sociétés démocratiques, puisque non seulement les associations féministes vont venir s'occuper de la moitié de la population, des femmes, mais elles sont aussi en lutte pour les droits des enfants, pour l'accès à la santé. Leur combat, il est multiple, et c'est pour ça qu'on parlait de protection de nos démocraties. C'est justement le rôle des associations féministes, et si aujourd'hui elles sont à bout de souffle et qu'elles sont sous-financées, elles ne peuvent plus mener ces combats. Ce qui est intéressant, c'est qu'au G7, il y avait Donald Trump. Avant le G7, les membres du Women's Event ont été invités à une rencontre avec Emmanuel Macron. Vous avez demandé, notamment Lucie Daniel, au président de la République de dénoncer le backlash, c'est-à-dire le retour en arrière sur les droits des femmes au cours de ce G7. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? En effet, on a rencontré le président la semaine dernière. D'abord, on a voulu aussi lui redire qu'on n'était pas naïf sur ce G7, c'est-à-dire qu'on connaît bien la composition de ce G7. On sait qu'au moins un État est ouvertement hostile aux droits des femmes, d'autres sont ambigus. On pourrait parler de l'Italie, par exemple. Néanmoins, nous, on avait identifié 2 priorités non négociables pour les autres chefs d'État du G7 et qui, selon nous, étaient à portée de main. C'était notamment dénoncer le backlash pour ce qu'il est, c'est-à-dire une offensive mondiale contre les droits des femmes, contre l'égalité de genre, mais aussi un facteur de déséquilibre dans le monde. C'était précisément le thème de la présidence française du G7. Et ensuite, on a appelé ces États à financer les mouvements féministes. Donc sur ces points-là, que nous a dit le président Emmanuel Macron sur le backlash, il nous a fait comprendre que la stratégie française, c'était d'aller vers du consensus avec les États-Unis. Or, avec les États-Unis, il n'y a aucun terrain d'entente possible sur l'égalité de genre. Donc, ça voulait dire concrètement écarter ce sujet. En revanche, sur la question des financements, il s'est engagé à maintenir, à pérenniser des instruments de financement pour les luttes féministes mis en place par la France. Donc ça, c'est un engagement qu'on va suivre de très près dans les semaines qui viennent. Quand on voit ce que Donald Trump a fait en l'espace de 2 mandats avec une tranche de Joe Biden au milieu, il a quand même réussi à détricoter l'arrêt Roe contre Wade qui préservait le droit des femmes à accéder à l'avortement dans la Constitution, au niveau fédéral américain. Il y a 14 États aujourd'hui où il est totalement impossible pour les femmes d'avorter. Leur vie est en danger. Une enfant victime d'inceste ou de viol qui a 10 ans et qui se retrouve enceinte ne peut pas avorter. Des femmes qui doivent porter des fœtus morts qui les mettent en danger avec des risques de septicémie, etc. On se dit, en fait, il suffit d'une personne pour détricoter des décennies de travail sur les droits des femmes. C'est pour ça que justement on travaille à cette protection des outils, des textes qui aujourd'hui protègent les droits des femmes, des filles et des personnes LGBTQIA+. Cependant, on parle du contexte américain, mais on peut aussi très facilement voir qu'à nos portes en Europe, on se trouve aussi face à des positions extrêmement adverses en matière d'égalité. On peut penser à la Hongrie où le droit à l'avortement a drastiquement été contesté. On peut aussi penser tout simplement à la France où aujourd'hui on voit le nombre de féminicides augmenter. Aujourd'hui c'est une femme tous les 3 jours. Donc ces mouvements contestataires, on les trouve aussi très proches de nous. Ce qui est important, c'est de continuer nécessairement à les défendre envers et contre tout pour justement préserver tous les combats qu'elle mène, et je le disais, c'est à la fois pour la moitié de la population, pour l'accès à la santé, pour les droits de nos enfants, etc. Lucie Daniel, ça ressemble quand même pour les associations féministes au mythe de Sisyphe qui poussait son rocher en haut de la montagne, le faisait retomber, redevait recommencer, etc. Parce qu'en gros, vous travaillez pour plus d'égalité pour les droits des femmes, qui ne sont encore pas acquis dans la planète, ni même en France.
et Donald Trump arrive, ou Viktor Orban, ou un autre chef d'État plutôt de droite, plutôt d'extrême droite, et il faut recommencer. Est-ce que vous avez l'impression parfois que vous travaillez pour rien ? Alors non, certainement pas, et on en a déjà parlé sur ce plateau. Je pense que ça illustre la dynamique du backlash, effectivement, c'est-à-dire que de tout temps, les luttes féministes se sont heurtées à ce type de résistance. Alors là, la période qu'on traverse, vous l'avez dit, est quand même certainement inédite par sa vitesse, par sa brutalité, mais c'est quelque chose qui est assez inhérent aux droits des femmes. Certains d'ailleurs vous diront, plus ce backlash est fort, plus ça veut dire que côté égalité, on avance, et donc voilà, la réaction est d'autant plus virulente. Donc c'est pas du tout du travail pour rien, c'est du terrain qu'on gagne petit à petit, ou à minima des lignes de combat qu'on tient, et c'est absolument essentiel de le poursuivre dans un contexte, comme on l'a dit, de backlash, dans un contexte aussi de montée de l'extrême droite dans certains pays européens, et il y a quand même aussi des avancées qui ont été obtenues. En 2019, dans le contexte du G7 français à Biarritz, on avait obtenu la création de ce fonds de soutien aux organisations féministes qui a été renouvelé jusqu'en 2027. Aujourd'hui, ces ressources sont gravement en danger. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de notre plaidoyer, d'aller chercher le président là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est à portée de main. Le budget pour les associations féministes, c'est quand même minime par rapport à d'autres dépenses du budget de l'État. Et puis, il y a aussi des choses qui ont avancé, que ce soit sur la question de la législation sur le viol en France, la définition du viol en France, la constitutionnalisation de l'IVG, pour ne parler que de la France. Et puis, il y a des solidarités féministes qui se tissent aussi. Nous, on est en contact avec des féministes aux États-Unis, en Amérique latine. On se parle, on se soutient, on s'échange aussi des méthodes de résistance face à ce backlash. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on retient, c'est que vous continuez à vous battre et à y croire, nous aussi à Actuel. Merci en tout cas, Lucie Daniel et Jeanne Lacou, d'être venues nous parler de ces questions. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur France 24 pour un numéro un peu plus gai.